Oui, aujourd'hui, je vais commencer par me présenter comme à l'accoutumée. Je suis Georges Alain Bouya, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours, comme on a l'habitude de le dire. Et je veux tout au moins ouvrir une réflexion aujourd'hui sur les erreurs fondamentales qu'un jeune enseignant devrait éviter au début de sa carrière et tout au long de sa carrière. Quand on a une réflexion comme celle-ci à mener, on est préoccupé par une ou deux choses. La première, qu'est-ce qui nous motive? Les gens ont l'habitude de dire que la bougie est comme cette lumière qui éclaire l'homme qui la porte. Donc, je vais explorer ma propre expérience. Je vais explorer l'expérience de mes amis, de mes frères et de ma famille. J'ai une parenté à moi qui a, je pense, 57 ans aujourd'hui, qui vient d'être affectée et est très peinée parce que à quelques jours de la retraite, il serait incongru de vous soumettre à de telles sanctions. Elle considère ça bien évidemment comme une sanction. Surtout que les moyens relatifs au déplacement ne sont pas mis à sa disposition. Et choisir d'enseigner, c'est de servir avec passion son métier en restant dans la logique qu'être passionné, ce n'est pas faire ce qu'on aime, mais c'est d'aimer ce qu'on fait. Et je sais, parce que j'y étais, parce que j'y suis, que quand on est un bon enseignant, on fait ce métier avec beaucoup de passion. Quand on rêve d'être un enseignant de qualité, celui-là dont la mission première serait de construire un savoir, un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-vivre ensemble. On fait ce métier avec beaucoup de passion. Quand on a pour devoir de développer des compétences pratiques et cognitives dans le simple but de la résolution des problèmes, on peut se vanter de dire ou d'affirmer qu'on participe au développement de l'avenir et du devenir de son pays. Mais quand on regarde autour de nous et on se rend compte que les enseignants sont méprisés, ils sont maltraités, ils ne valent presque rien, meurent dans l'indifférence totale, c'est ceux qui résistent le moins à la retraite. On peut bien évidemment se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur la valeur de la marchandise. Comme enseignant, j'ai vu M. Bernard Wangi, professeur de mathématiques au Collège Lieberman pendant 17 ans, être chassé comme un malpropre et atterrir au Collège évangélique de Nebel, sous le label de l'EEC, l'Église évangélique du Cameroun, pour être plus tard affecté à l'ouest, plus précisément à Banjul, où il va mourir dans l'indifférence totale. Comme enseignant, j'ai vu mon frère et ami camarade de classe, Moïse Douala, mourir en 2009 parce que quelquefois incapable de payer les factures de ses examens médicaux dans des hôpitaux au point de partir
sans être certainement au courant de la maladie qui le rongeait. Comme enseignant, j'ai vu des collègues mourir quelques heures ou quelques jours après leur mise à la retraite. Comme enseignant, je suis au regret de constater que tous ceux qui sont rentrés dans la profession très jeunes comme moi, dans les années 97-98, et qui iront à la retraite certainement dans 5, 6 ou 6 ans, sont dans l'incapacité de produire avec exactitude un lieu de résidence qui semble être leur propre lieu de résidence. Comme enseignant, je découvre que contrairement aux enseignants d'une autre époque, dont les enfants étaient les meilleurs, dont les enfants passaient tous les concours de la République, à la différence de cette époque-là, vous connaissez des enseignants aujourd'hui qui enseignent dans les collèges et sont en incapacité financière de voir leurs enfants être admis dans ses propres collèges. Comme enseignant, j'ai pris conscience de la place qui était la nôtre dans des familles d'accueil pour ceux qui étaient profs de maths comme moi, bien évidemment. Je n'acceptais pas cette condition, mais ils sont nombreux à le savoir que quand vous vous rendez dans un domicile, votre place est au garage avec la voiture et le chien. Et quelquefois, quand on veut vous servir à manger, vous partagez cet espace que vous discutez avec la voiture et le chien pour avoir droit à ce plat. Comme enseignant, on a toutes ces humiliations, mais on refuse d'y penser. Et la question, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que il y a comme une sorte de piège quand on embrasse l'enseignement. Je parle surtout de l'enseignement privé. Il y a un petit piège. Quand on arrive très jeune, ça a été mon cas, je suis arrivé dans l'enseignement très jeune. Je me souviens très exactement que le premier jour où je suis arrivé dans ma première classe de terminale, c'était ma première heure de cours à ma première année d'enseignement. J'ai vu des jeunes filles dire à haute et intelligible voix pourquoi on recrutait déjà les YOR pour venir dispenser les enseignements. J'ai rencontré dans cette classe, pour la petite histoire, ma camarade de classe et voisine de banc de la classe de 4e. Donc, on arrive dans ce métier avec beaucoup d'enthousiasme. On arrive parce qu'on rêve. On arrive parce qu'on veut. Je parle surtout des bons enseignants, parce qu'il y a des médiocres et il y a des aventuriers. On arrive parce qu'on veut apporter sa petite pierre à la construction de cet édifice qu'est le Cameroun. On s'oublie au nom de la jeunesse. On s'oublie parce que on refuse de comprendre la théorie qui dit que si nous continuons à faire la même chose, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je continue à faire la même chose, il y a de cela 6 ans, que je ne sois pas étonné
d'être à la même place dans 6 ans. Pire encore, compte tenu de la situation économique qui va assez croissante, on peut plutôt perdre les privilèges en société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer tout d'abord d'énumérer ce qui semble être les problèmes dans le secteur de l'enseignement en y proposant quelques éléments de réponse pour dire que quand on est un jeune enseignant et on décide d'embrasser ce beau métier, ce métier noble, il est d'abord bien de prendre conscience de la faible rémunération dans ce secteur. J'ai l'habitude de dire que quand j'ai commencé à enseigner en 1998, le plus faible taux de vacation pour les jeunes enseignants était à 1750 et la scolarité dans des collèges était à 77 500 et les effectifs étaient à 44. Aujourd'hui, on a des taux de vacation horaires qui tournent entre 800 et 850, les petites scolarités entre 150 et 350 000 francs et les effectifs à 70. Pour conclure que l'enseignement, c'est le seul métier où les maîtres se déplacent à cheval, les esclaves se déplacent à cheval et les maîtres à pied. Donc, si vous tenez compte de cette faible rémunération, vous allez certainement vous poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire pour améliorer cette rémunération. Et j'invite d'ailleurs les profs de maths, ne faites pas l'erreur de compter sur les répétitions. Ce sont des activités éphémères qui ne produisent aucun sou, qui nous dévalorisent et nous réduisent à la petite congrue que nous ne sommes pas. Il faut noter aussi que dans ce métier, il y a un manque de ressources. Vous savez, dans nos pays, les écoles manquent souvent du matériel pédagogique et didactique. Il n'y a même pas de manuel scolaire. Il n'y a pas de technologie nécessaire pour un enseignement efficace. C'est-à-dire que celui qui choisit d'enseigner, en dehors du fait qu'il sera mal payé, mais il va puiser dans le salaire inexistant ou dans le petit salaire pour se constituer soit une bibliothèque ou pour s'acheter une machine. Et la question c'est, est-ce que je vais accepter ça toute une vie? Il faut noter que dans le secteur de l'enseignement, les conditions de travail sont trop difficiles. Les enseignants travaillent avec des infrastructures insuffisantes. Les salles de classe sont surpeuplées et souvent avec des élèves de niveau pas très équitable. Et la condition sanitaire de l'établissement ou de l'enseignant sont précaires. Et je venais de le noter plus haut, que les enseignants partent très vite à la retraite parce que durant toute leur carrière, ils sont très peu capables de se soigner. Ils sont très peu capables de rencontrer un médecin. Et si jamais ils ont le privilège de rencontrer un médecin, c'est pour se livrer à des débrouillardises. C'est-à-dire, ils vont être soumis à de prescriptions sans aucun examen
au préalable. C'est tout à fait regrettable. L'autre raison aussi pour laquelle je vous invite à considérer ce métier comme un métier de transition, c'est la formation et le développement professionnel insuffisant. Les opportunités de formation continue pour les enseignants sont très limitées. Et ce n'est pas faute de temps. Vous savez, comme enseignant du secondaire, nous avons droit entre 16 heures pour l'animateur pédagogique de matière et 20 heures pour les enseignants simples. Ça suppose que une semaine de travail devrait durer pour un enseignant, même en faisant l'équilibre 1 heure de cours, 1 heure de préparation, une semaine de travail devrait durer pour un enseignant 32 heures ou 40 heures par semaine. Et la question ici, c'est qu'est-ce qu'il fait du reste de son temps? Est-ce qu'il met ce temps à profit pour se former lui-même et être mieux vendable? Est-ce qu'il met ce temps à profit pour entrer à l'université? Parce que c'est un milieu dans lequel, quand on n'est pas un enseignant, j'insiste toujours là-dessus, vous avez des titulaires de Master 1 et très peu de licenciés qui peuvent volontairement rentrer à l'université et continuer leur cursus académique dans la discipline qui est la leur, ou d'envisager une transition pour avoir un avenir meilleur. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps en salle de prof, à discuter. Ils partagent des livres qui ne les apportent rien sur le plan social, beaucoup peut-être sur le plan intellectuel, et jamais des réflexions autour de la perspective d'un avenir meilleur. Je veux convoquer ici Étienne de la Boétie pour dire qui serait plus ou moins des responsables de leur situation. Et l'enseignant présente aussi un faible statut professionnel. Les enseignants sont très peu considérés dans notre société, ce qui devrait en plus diminuer leur motivation et leur influence dans la communauté. Nous sommes les seules personnes qui n'avons pas d'influence sur nos produits. Vous allez vous rendre compte que quand les comédiens sont malades, la communauté de ses followers se mobilise pour l'aider. Un enseignant dans un pays comme le nôtre, en appliquant la loi faible des grands nombres, qui dit que pour obtenir un infiniment grand, il faut avoir plusieurs infiniment petits, lever 10 millions. Lever 10 millions, c'est seulement 1000 personnes qui peuvent cotiser 10 000. Et je ne sais pas, je ne connais pas un enseignant ayant déjà servi pour plus de 10 ans qui soit en incapacité à mobiliser 1000 personnes. Ça pose le problème de notre crédibilité vis-à-vis de la communauté éducative, mais ça pose aussi le problème de notre crédibilité vis-à-vis de la société. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est que nous, enseignants, nous avons une instabilité politique et sociale. Cela ne souffre d'aucun doute. En dehors du fait qu'il y a une absence d'une politique éducative cohérente, notre instabilité sociale fait en sorte que nous ne nous valorisons pas. Nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous sommes à la merci non seulement des apprenants, des parents et même des administrateurs d'école. Il suffit de voir la façon avec laquelle on traite
nos doléances. Parce que nos doléances ne sont pas du tout enregistrées, ou bien sont enregistrées à la petite semelle, il s'avère qu'il y a un manque de soutien institutionnel face au personnel enseignant. Et parce que nous subissons tout ça, nous allons bien évidemment connaître les problèmes de santé et de bien-être. Parce que notre condition de vie est difficile et nous ne pourrons pas effectuer notre travail de façon optimale. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre situation? Au pays, les gens ont trouvé une solution très facile qui est la migration des cerveaux. Je suis contre cette solution. Je propose plutôt aux enseignants de savoir que le seul produit qui devrait être amélioré, le seul produit sur lequel on doit travailler, c'est nous-mêmes. On doit tout faire pour que le jour où on nous invite à signer notre premier contrat, nous devrons prendre l'initiative de nous inscrire dans une perspective d'avenir de la construction d'un nouvel être humain dans 5 ou 10 ans. Notre objectif pourrait être, par exemple, commencer enseignant du secondaire et finir enseignant du supérieur. Et cet objectif qui paraît à peu près grand peut nous créer d'autres perspectives, notamment les perspectives d'aller s'inscrire en année de thèse, les perspectives de penser à une transition dans un secteur qui demain va nous garantir un emploi décent, c'est-à-dire un salaire décent pour nous permettre de prendre en charge aussi notre propre petite famille. Être enseignant ne veut pas seulement dire se soucier de la famille des autres. C'est aussi une invite à nous soucier de notre propre famille. Pour ceux qui aiment vraiment l'enseignement, ils doivent se mobiliser pour qu'on puisse augmenter les salaires dans le secteur de l'enseignement, notamment en attaquant devant les juridictions la loi de 1984 qui fixe le salaire dans le privé à 86 960 francs. Pour ceux qui aiment l'enseignement, pour ceux qui y sont, qu'est-ce qui vous interdit de créer un grand syndicat pour revendiquer une assurance santé, notamment la mise en place des programmes de couverture médicale pour les enseignants et pour leurs familles? Je ne sais pas ce que ça fait de vivre en sachant que nous sommes en incapacité de rencontrer un médecin. Nous devons plus ou moins construire un rêve nouveau. Et ce rêve nouveau passe par la discipline personnelle et par le développement personnel. Et pour ceux, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun ne peut être possible que si et seulement si nous agissons autrement. Je vous remercie.